Benoît Fabre, bonjour. Bonjour. On a vu récemment dans de nombreux articles, dans nombreux posts, que vous étiez le cofondateur d'un collectif qui parle d'économie, qui veut remettre, si j'ai bien compris, comme on dit souvent, l'église au milieu du village, l'économie au cœur de la politique. Quelle est finalement cette démarche? Oui, alors merci d'abord, merci de venir passer un petit moment pour qu'on discute autour de ce sujet fondamental qu'est l'économie et puis de permettre aussi d'expliquer ce que ça veut dire parce que c'est parfois un peu difficile. Alors en clin d'œil, il y a un des élus de Saint-Étienne Métropole qui compte aussi au titre de mes amis, si vous êtes d'accord. On va remettre la mairie au milieu du village. Plutôt la mairie, vous avez raison. En plus, on est en pleine municipale, donc on va y revenir la mairie, fondamentalement. Je ne doute pas qu'il se reconnaîtra. Oui, le collectif économique est un regroupement de tous les élus des branches professionnelles. Je rappelle que les présidents des branches professionnelles sont élus par leurs confrères chefs d'entreprise de la Loire et des différentes représentations des chambres consulaires, donc chambre des métiers, chambre de commerce, chambre d'agriculture, qui sont par rapport aux branches professionnelles un peu spéciales puisqu'elles ont un lien étroit avec l'État. Et elles sont très en relation avec l'État sur les problèmes d'organisation de l'économie, en lien évidemment avec l'État qui est chargé de faire appliquer les lois. C'est un rappel aussi qui est nécessaire. On reproche souvent à l'État un tas de choses. L'État fait appliquer les lois, ce n'est pas lui qui les définit. S'il y a des choses qui ne nous plaisent pas dans les lois, il faut plutôt aller en discuter avec les sénateurs. Et l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, puisque c'est quand même là que les choses se décident normalement dans un pays équilibré. Et autour de notre régime républicain, c'est à l'Assemblée nationale et au Sénat que les lois se décident. Le collectif économique a été créé face à un constat important, c'est que nous avons des enjeux importants d'évolution de notre économie dans les années à venir, pour plusieurs raisons. La redistribution géopolitique dont on a vu qu'elle s'est accélérée dans les derniers mois avec l'arrivée de Trump, mais pas qu'avec l'arrivée de Trump, aussi avec les positions de Poutine, avec les positions des Chinois, autour d'un problème essentiel qui est quelles ressources pour l'économie d'eux-mêmes, autour d'enjeux climatiques qui fait que globalement l'humanité a intérêt un petit peu à s'occuper de sa signature carbone. Concilier les deux, économie et écologie. Concilier les deux, parce que tuer l'économie au titre de l'écologie, ça voudrait dire tuer l'écologie. Pour aujourd'hui faire évoluer notre activité économique, il faut une capacité d'investissement. Mais il faut aussi une capacité d'innovation, parce qu'il y a des ruptures technologiques qui sont devant nous, qui sont porteuses d'espérance de résoudre un certain nombre de problèmes en étant capables de moins produire de carbone, ce qui est quand même un des enjeux essentiels. Donc il n'y a pas d'opposition à faire, et c'est tout à fait l'esprit du collectif. L'esprit du collectif a été de dire il n'y a pas d'opposition à faire entre les métiers. Les métiers ont des enjeux ensemble, à résoudre ensemble. On ne peut pas parler aujourd'hui d'implantation d'industrie sans en discuter avec les agriculteurs. On ne peut pas parler de traitement des déchets, d'implantation de décharges sans en parler avec les agriculteurs. On ne peut pas parler de traitement de l'eau sans en parler avec les agriculteurs et les citoyens. Donc nous sommes face à un défi dans lequel une des voies sera de toute façon d'apprendre à mieux discuter ensemble, mais basée sur une réalité qui est ce qu'elle est. Alors je comprends que certains aient du mal avec ça, mais c'est la réalité de la vie. Quand une société ne produit pas de richesse, elle ne paye pas d'impôts. Quand elle ne paye pas d'impôts, elle ne finance pas son système social. Et ses infrastructures surtout. Et tout le système social, c'est-à-dire le système social, c'est les écoles, l'hôpital, les routes, tout. D'accord ? Et qu'on doit arriver à un changement d'esprit fondamental dans notre pays. On doit se bagarrer comme des chiffonniers sur la répartition de la richesse. On ne devrait pas se bagarrer comme des chiffonniers sur la création de la richesse. Or, en France, on veut de la répartition avant même de s'être mis d'accord sur la création. On n'a pas aussi la sensation que les gens mélangent tout? Si, mais c'est normal. On ne prend pas le temps d'expliquer aux gens. Donc on se sert souvent, voilà, dit des énormités aussi. Hein. On se sert des gens en me disant « t'es pas capable de comprendre, t'es trop bête, donc fais-moi confiance, je vais m'occuper de toi ». Ce qui est, à mon sens, un grand défaut de notre système politique. On peut avoir des gens brillants qui font des grandes écoles et des tas de choses. L'intelligence des gens ne dépend pas forcément de leur niveau d'études. C'est également quelque chose qu'on peut assez souvent constater.
Et on m'a toujours dit qu'on avait dévalorisé à une époque les métiers manuels. C'est aussi des choses qui sont très importantes dans l'économie aujourd'hui. Voilà, donc pour finir sur la question que vous avez posée du collectif économique, le collectif économique, c'est une démarche qui a commencé en 2019, ce qui regroupe aujourd'hui plus de 26 organisations. C'est quelque chose qui est juste sur la Loire ou il y a d'autres branches ? Qui est sur la Loire. Non. Qui est sur la Loire, qui est très regardé aujourd'hui par d'autres départements, parce qu'il est de dimension ligérienne et non pas que métropolitaine. Il est bien sur la Loire. Il regroupe l'agriculture, l'agro-industrie, les chambres consulaires, toutes les branches professionnelles, l'artisanat, et il regroupe l'État. C'est-à-dire que lorsqu'on a construit le collectif économique, ce n'est pas du tout dans une vision de revendication d'un certain nombre de choses vis-à-vis des élus et vis-à-vis de l'État. C'est vraiment dans une vision de volonté de co-construction ensemble de l'évolution dont nous avons besoin autour de notre économie pour qu'elle produise de la richesse durable, en mettant sur la table tous les sujets dont nous devons parler et en arrêtant de dire que seul le système politique prend des décisions, donc finalement, si elles sont bonnes ou elles ne sont pas bonnes, ce n'est jamais lui qui en porte la responsabilité. On vient toujours dire aux autres, vous allez payer un peu plus d'impôts parce que dans ce qu'on a fait, on s'est trompé. Ça, on arrive au bout du modèle pour raison très simple, c'est que notre capacité d'emprunt, elle est quand même un peu au taquet. Notre niveau d'impôt est tellement élevé qu'on atteint maintenant un seuil de douleur qui est embêtant. Pourquoi ? Parce qu'augmenter les impôts, on peut toujours le faire. Mais on voit quelle est la réaction aujourd'hui. Lorsqu'on augmente les impôts, vous avez des gens qui décident de baisser leur niveau d'activité. Tout à fait. Donc finalement, les prévisions d'augmentation d'impôts que l'on avait en tête sont totalement fictives. Au contraire, la recette fiscale baisse. Vous le voyez aujourd'hui sur un cas très concret qui est la position d'un certain nombre de médecins qui disent aujourd'hui je vais bosser 3 jours par semaine parce que de toute façon, continuer à travailler le 4e jour et le 5e jour, c'est directement des impôts. Donc je vais baisser mon niveau d'activité et là, on tombe dans l'ineptie totale, qui est de se dire on a un système qui est en train de se dire je regarde mon niveau de production en fonction du seuil de douleur fiscale. On est à l'inverse de ce qui est notre système républicain, qui est mutualisé, qui est une mutualisation d'un certain nombre de risques, où chacun contribue à partir du moment où chacun a le sentiment que ce qu'on lui prélève sur la richesse qu'il a créée à travers son travail reste du domaine du raisonnable. Nous sommes passés... Le seuil de tolérance, on appelle ça. C'est le seuil de tolérance. Alors, ce qui est important, c'est de montrer aux gens que l'utilisation de l'argent public est porteur de richesse sur l'avenir. Et à ce titre-là, lorsqu'on a créé le collectif économique avec les présidents de branche et avec Raymond Vial, qui à l'époque était président de la Chambre d'agriculture, et que je salue, Raymond, parce qu'on a ensemble beaucoup travaillé pour mettre tous ces acteurs autour de la table. Et croyez-moi, ça n'a pas été une opération simple, ça a été une opération passionnante, mais pas forcément simple, qui a donné des résultats extraordinaires. On a discuté avec des élus, on a discuté avec l'État, on a fait des projets pour la mobilité des salariés, mais qui permet aussi aux populations âgées et aux jeunes de se dire que dans ces systèmes de modalité, ils pourront aller plus facilement à l'école et aller plus facilement à l'hôpital. On a créé ensemble des nouveaux systèmes de production d'énergie avec des boucles qui sont financées par les entreprises. On a mis en place un plan de gestion de l'eau entre le monde agricole, le monde industriel et les citoyens. Et on est le seul département, la Loire, à avoir fait toutes les études sur ces niveaux-là pour mettre en place un certain nombre de propositions. On a travaillé avec la Fondation des banques sur qu'est-ce que doit être un système d'hébergement pour les alternants qui ont besoin de 2 logements. Donc comment mettre en place pour les alternants un logement qui coûterait pas cher du tout, mais en contrepartie d'un plan sur la citoyenneté. On est en train de réfléchir à comment lever des fonds pour financer le système de sport et le système associatif, parce qu'on n'est pas idiot. On sait que la cohésion sociale, il y en a besoin et que l'économie est le premier moyen de faire de la cohésion sociale. Je rappelle quand même, en ayant été président du MEDEF, que j'étais en charge de la nomination d'une 60aine de présidents dans les mandats, dont la médecine du travail, la fondation de l'université, les conseils d'administration des grandes écoles, les CFA de formation, la politique du logement. Je suis aujourd'hui, moi, président d'Action Logement au niveau région, du comité régional d'Action Logement, 120 000 logements, nous sommes le plus gros bailleur. Nous finançons tout ça à hauteur sur 5 ans de 5 milliards d'euros.
Donc l'économie est très investie dans la cohésion sociale et ceux qui confondent économie et finance font une erreur grave. L'économie, c'est la production de richesses par tout le monde, au bénéfice de tout le monde. La finance ne doit être qu'un moyen pour permettre à l'économie de se développer et non pas une finalité. Oui, on est déjà tout à fait d'accord sur ce plan-là. J'ai une petite question toute simple. Là aussi, on est dans une échéance électorale qui arrive dans quelques semaines. Comment justement vous allez influencer ce débat? Comment vous allez agir sur les candidats? Et est-ce que vous, finalement, vous n'êtes pas un des candidats qui va se présenter dans quelques jours? La volonté et ce que nous avons fait, ce que nous voulons vraiment mettre en place, c'est qu'il n'y ait pas d'élection sans que les candidats viennent nous expliquer quelle est leur vision de l'économie au niveau municipal et au niveau métropolitain. Ça sera Pourquoi le niveau métropolitain? Parce qu'aujourd'hui, il serait illusoire de continuer à croire qu'un élu demain fera ce qu'il veut dans sa politique économique sans travailler avec les autres communes. Ah ben il dépend des autres de toute façon. Hein. Mais il dépend du niveau métropolitain. La loi a fixé que lorsqu'il y a une métropole, le niveau de l'économie se discute au niveau métropolitain. D'accord? Donc ça, une fois de plus, on ne va pas réécrire la loi dans le cadre des élections municipales. On va juste se dire, dans le cadre des élections municipales, comment les candidats envisagent l'évolution du système économique dont nous avons besoin, parce que l'économie est en pleine mutation. Donc ne rien changer nous condamne à ce que l'économie serait en danger sur notre territoire. Ça veut dire que vous allez valider les projets ou les invalider ou alors les corriger? Non, je n'ai pas la prétention de dire qu'il faut les valider ou pas les invalider. Chacun ses responsabilités. Ce que je dis, c'est qu'un modèle dans lequel les élus décident sans discussion beaucoup plus profonde avec le monde économique est l'ancien monde voué à l'échec. Il n'y a qu'à voir dans quel état est l'économie française et dans quel état est l'état de la dette. Ce que je dis, c'est qu'il est temps de rentrer dans une nouvelle étape où les élus de demain discuteront avec les élus de l'économie pour voir ensemble quel est l'intérêt de l'économie et de la population. Il n'est absolument hors du temps d'opposer intérêt économique et intérêt des populations. Si les intérêts ne sont pas les mêmes, comment on tranche? Mais si les intérêts ne sont pas les mêmes, on tranche comme on tranche aujourd'hui, on voit les catastrophes d'aujourd'hui. Oui, parce qu'il y en a un qui veut faire une piscine, l'autre qui veut faire un gymnase, l'autre qui veut faire un théâtre. Oui, mais là, vous parlez d'investissements structurels qui donnent de l'attractivité au territoire, et c'est bien là l'enjeu. C'est bien de se dire au niveau d'une métropole, quelle est l'attractivité de la métropole. Et au sein de la métropole, si j'ai une politique de dispersion d'un certain nombre de grands équipements, est-ce qu'il est facile pour les citoyens de passer d'un équipement à l'autre? Est-ce qu'il est facile de passer d'une commune à l'autre? Aujourd'hui, je vous mets en défi de dire à quelqu'un qui habite à Andrézieux-Bouthéon de prendre les transports en commun pour aller travailler à Stélitech ou aller travailler à Rive-de-Gier, vous allez le mettre dans une galère infernale. Or, l'économie paye 57 millions d'euros pour le transport des salariés par an et n'en a aucun retour. Je dis simplement que ce modèle est arrivé au bout. D'ailleurs, regardez la campagne d'un certain nombre, ou les thèmes qui sont aujourd'hui dans la presse depuis quelques jours. On n'a plus d'argent, on ne va plus investir, on ne va plus machin, on ne va plus truc. Mais il serait temps de nous dire comment on se met autour de la table pour régler ces différents défis avec un seuil de douleur fiscale qui effectivement est arrivé là où il est arrivé. On ne parle jamais d'économie. On ne parle jamais d'économie. Pourquoi on ne fait pas d'économie? On voit des associations on parle fantômes, jamais, on voit des projets bizarres, on voit plein de choses. On ne parle jamais d'économie. C'est-à-dire il y a en France un gros tabou. D'ailleurs, j'avoue que le Premier ministre François Bayrou, lorsqu'il fait son discours avant de quitter l'Assemblée, étant s'assurer, a utilisé, à mon sens, le vrai terme du problème français. Il n'a pas dit, et il aurait eu tort de le dire, les Français ne travaillent pas assez. Il a dit notre niveau de production est trop bas. Et là, je crois qu'il met le doigt sur la vraie équation que nous avons à résoudre. Les technologies sont en train d'évoluer. La population et la vieillesse, le nombre de retraités est en train d'avancer. Les attentes des jeunes en termes d'organisation de leur vie professionnelle sont différentes. Donc nous devons concilier l'équation redoutable de se dire quel va être le système de production de demain, parce que fondamentalement, la crise internationale actuelle montre bien que si nous ne montons pas notre système de production, nous perdons la souveraineté. Donc nous avons une équation extraordinaire à résoudre,
qui est de se dire comment nous intégrons les mutations qui ne doivent pas nous conduire à une baisse de production, mais qui doivent nous conduire à une hausse de production en produisant moins de carbone, en étant durable et en se disant que nous avons l'innovation nécessaire pour que là où hier, il y avait besoin de 1 plus 1 pour faire 2, demain, en mettant 1 plus 1, on fera 5. Vous avez peut-être oublié les salaires des employés aussi, des ouvriers, parce qu'on a aussi cette équation dans l'économie. Aujourd'hui, un salarié qui travaille et un salarié qui ne fait rien, souvent, on est... Alors, je suis bien placé pour en parler, on n'est pas très loin. C'est ça un peu le problème dans ce de que la vous France. dites, j'ai déjà une difficulté avec votre formulation. Un salarié qui fait rien, pour moi, n'est pas salarié. Vous avez raison, donc c'est un chômeur. Voilà, c'est quelqu'un qui est en dehors du C'est quelqu'un système qu'on de a production. remplacé par un petit chinois et qu'on dit que c'est un feignant. Non, c'est pas tout à fait aussi simple que ça. Mais j'aime bien vous avez raison, un petit peu parce que c'est le but du débat. Vous avez raison, c'est le but du travail. Il y a certains moments, il faut pousser les traits pour permettre un certain nombre d'explications. Vous mettez le doigt sur le pouvoir d'achat. Très bien. Ok, c'est une donne. Aujourd'hui, un coût de revient d'un produit que je mets sur le marché est comparé au niveau international par le coût de revient du même produit qui vient d'ailleurs. Okay. On est d'accord pour l'instant. Donc, les Français sont les premiers à aller acheter un certain nombre de produits qu'ils considèrent être moins chers et avoir le niveau de qualité, voire le niveau de qualité dégradé. Et de sécurité en plus. Voilà. OK ? Et même de ne plus avoir de conformité aux normes. Tout à fait. D'accord ? Bon. Alors, d'un côté, on veut une sécurité par le niveau de normes. Et de l'autre côté, on est prêt à dire je passe sur les normes pour aller acheter des choses. Bon, donc déjà, là, il y a un certain nombre de schémas à remettre en place. C'est le chien qui se mord la queue. Voilà, c'est le chien qui se mord la queue. Mais en fait, à partir du moment où on va acheter des choses où j'ai plus les normes, j'ai plus la durée, j'ai plus le machin, et je mets 1 euro, il y en a qui ont clairement démontré que l'euro qui était mis revenait à une dépense bien supérieure, puisqu'en fait, là où ça pourrait durer bien plus longtemps, ça dure moins longtemps. Oui, mais ça, ce que vous soulignez, ce n'est pas de la production française. Ni européenne. Tout à fait. C'est la production souvent chinoise ou asiatique. Bangladesh. Voilà, donc d'un grand espace qu'on a ignoré pendant des années et dont la réalité économique vient de nous rattraper. Le deuxième point qui est important à souligner, lorsque vous donnez 1 euro net à vos salariés, l'entreprise doit avoir dégagé 2,2 euros de valeur ajoutée. OK ? Non, mais je comprends bien. Vous comprenez bien ? On va le redire. On va le redire parce que les gens ne comprennent pas bien. D'autant plus que je l'ai vécu, donc je sais très bien de quoi les gens vous ne parlez. comprennent pas bien. Et puis les gens viennent vous dire, oui, mais c'est moi qui paye les parties de charge de la sécurité sociale de la partie salariée. Ben non. Non, on donne un salaire. On donne un salaire et sur ce salaire, on enlève des charges. Ce qui reste techniquement pour le salarié, c'est tout le monde voit sa feuille de paye et doit regarder le montant global payé par l'entreprise ramené à ce qui touche vraiment sur son compte en banque. Et en plus, on est quand même un pays extraordinaire. C'est là où on voit que les gens brillants sont parfois des gens dangereux. C'est que si on regarde bien sa fiche de paye, on vous remet à l'impôt ce qui a déjà été imposé. Tout à fait. Et alors maintenant, le grand coup que vient de nous faire notre nouveau Premier ministre, c'est pour ça que on me dit que tu n'es pas un grand copain du macronisme, c'est un euphémisme. Il vient de déclarer que maintenant, quand vous aviez payé tous les impôts divers et variés et que finalement vous avez épargné, eh ben on va remettre un impôt sur votre épargne. Ça, c'est quand même fabuleux. Vous avez payé tous les impôts et vous avez, au bout de votre vie, réussi à capitaliser quelque chose. Et parce que vous avez capitalisé, on va venir vous faire payer des impôts, non pas sur les intérêts, sur le capital que vous avez. Alors là, je peux vous dire que fondamentalement, pour décourager les gens à faire des choses, il ne faut pas mieux que ça. Donc on a une vue à court terme qui est de dire je vais avoir de la rentrée fiscale, en oubliant complètement qu'à moyen terme, les gens vont dire c'est plus la peine de travailler et vont tomber typiquement dans le système que vous dénoncez, qui est fondamentalement de dire eh bien finalement, en se contentant de moins et en ne faisant plus rien, aujourd'hui, c'est vachement plus simple que d'aller travailler. À très court terme. C'est pas plus simple, mais c'est une des solutions qui est dans la facilité, quoi. Donc c'est plus simple. Oui. Facile et simple. Alors, tout à fait. On peut jouer sur les mots, mais c'est pas loin d'être synonyme. Donc là, on est dans un vrai mépris. C'est là où on se dit que le pacte économique du pays a été mis à mal par des politiques qui ne connaissent pas l'économie.
Tout à fait, on est Et d'accord la aussi. difficulté, ils ne peuvent pas en parler, ils ne connaissent pas. Ils n'ont jamais mis les Et pieds dans les l'enjeu du entreprises. collectif économique, ce qu'on a dit, c'est de se dire, si on fait une campagne municipale avec les enjeux économiques qu'on a sur notre territoire, sans parler d'économie, il faut quand même bien avertir les citoyens que quand on leur dit, je vais renforcer la sécurité, je vais développer le commerce, je vais faire ceci, je vais faire cela, parce que je réponds à la question que vous me posez sans vouloir me creuser trop la tête, c'est un mensonge. C'est même pas ça va coûter cher, non, c'est un mensonge. Oui. C'est un mensonge, parce que ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il faut leur répondre à leurs gens qui veulent aller voter, ceux qui sont encore motivés ? Mais ça veut dire qu'il faut leur dire, oui, vous voulez plus de sécurité, et peut-être que vous avez raison, ce n'est pas à moi à le juger. Une fois de plus, nous portons le discours de sans économie, tout ce qu'on vous raconte a que très peu de probabilité de se passer. Ce qui est assez logique dans le raisonnement. Mais vous voyez, on a besoin de l'expliquer. Et une fois de plus, je vous remercie de l'opportunité de le faire. L'économie, ça a besoin d'être expliqué aux gens en arrêtant de leur faire peur. Tout a un coût, comme on dit. Tout a un coût. Donc, si on fait de la sécurité en plus, ça a un coût. Payer les gens, donc, si on est capable... il faudra tout payer. Les salaires. Donc, si derrière, la seule solution pour le payer, c'est encore de dire aux entreprises de Saint-Étienne, on va augmenter les taxes de la métropole. Les taxes de la métropole sont aujourd'hui beaucoup plus élevées que les taxes à Montbrison ou à Feurs. Ce qui est très intéressant à savoir. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Lorsque les gens ont des projets de développement d'entreprise, ils regardent les taxes qu'ils ont à payer et ils disent « je ne reste pas là, je m'en vais ». Et quand en plus là-dessus, pour un permis de construire un agrandissement d'usine, on vous dit « il n'y a pas de problème, on a bien pris en compte votre question », vous aurez une réponse dans 36 mois et vous devez être content parce que 36 mois, c'est court, vous êtes en plein délire. Vous êtes en plein délire. Nous, quand un entrepreneur doit s'adapter sur son marché, il n'a pas 36 mois. On est bien d'accord. Okay ? Donc, qu'est-ce qu'ils font les gens au bout d'un moment ? Ils vont dire, écoutez, il n'y a pas de souci, on va aller ailleurs. Oui, mais on est bien... On va aller ailleurs. Et la question sur notre territoire est déjà posée par un certain nombre de gros industriels qui ont dit, si la mobilité des salariés, ce n'est pas réglé, si les capacités d'extension d'usines avec des zones qui sont prêtes à accueillir de l'activité, ce n'est pas réglé, les prochains investissements stratégiques ne seront pas dans la métropole. Et là, je pense qu'il est important à cette échéance que ce débat sur l'économie ait lieu. Il y a des candidats qui ont pris position. Je crois que Régis Nico a fait un réel sur l'économie. Je ne dis pas que je suis d'accord, je dis qu'il a osé y aller. Je dis à tous les candidats, débattons de ces problèmes économiques, débattez-en avec le monde économique, qui est prêt à débattre et qui d'ailleurs va organiser des débats au sein du collectif économique, puisque le collectif économique est une structure qui vit au-delà de Benoît Fabre et de Raymond Vial. C'est aujourd'hui Philippe Rascle et Rémi Jousserand qui en sont les responsables avec tous les membres qui sont dedans. Débattons-en de façon à arrêter cette organisation suicidaire de dire, d'un côté, les politiques font, derrière, l'économie a qu'à payer, et puis si derrière, ça ne marche pas pour l'économie, ben, ça ne fait rien, on mettra un peu plus d'impôts et on verra comment on change les choses. C'est un schéma suranné, c'est l'inverse de ce qui se passe dans des équipes qui réussissent. On réussit en équipe, et le collectif économique, il a été mis en place pour relier le monde économique, l'État et les élus. Celui qui l'a refusé, et soyons très clairs, parce que toutes les propositions ont été faites à Gaël Perdriau il y a maintenant 5 ans, quand j'ai créé le collectif Raymond Vial, il avait pris des engagements sur la mobilité qu'il n'a pas tenus. Il avait dit « je ferai évoluer la gouvernance économique », ce qu'il n'a pas fait. Il a peut-être eu d'autres soucis. Il avait, au priori, à l'époque, d'autres préoccupations, ça c'est clair. Mais il avait un autre sujet. C'est qu'il n'avait pas dans ses équipes de gens capables de porter un schéma économique. Et que quand un leader politique n'a pas dans ses équipes des gens capables de porter des schémas économiques, parce qu'un leader politique, ça doit intégrer aussi d'autres dimensions. Et on est bien conscient de ça. On ne dit pas l'économie gère tout. On dit sans économie, il n'y a pas le reste. Donc quand on n'a pas dans c'est une belle leçon que vous nous faites. Quand on n'a pas dans son équipe municipale, pour porter à la métropole, des gens qui ont des compétences sur le domaine économique, mais qui ont aussi un savoir-faire en termes de regroupement de gens et de discussion collective, je vous promets que la métropole ira dans le mur sur le plan économique.
Je peux vous dire qu'en tant que président au niveau régional d'Action Logement, je vois les investissements très lourds qui sont faits dans les départements autour de nous et qui sont en train de structurer l'activité économique et industrielle d'au moins 6 départements sur les 12 de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et que dans le plan stratégique de la Loire, si le monde économique n'avait pas mis sur la table le projet autour du nucléaire, il n'y aurait aujourd'hui aucun projet industriel d'envergure sur la métropole. Je ne peux, et je m'en suis insurgé à l'époque, qu'être désolé que le dîner de cons nous ait coûté la 45. C'est pas moi qui suis allé raconter n'importe quoi sur les médias. D'accord ? Alors on va me dire, ouais, c'est pas ça qui a fait que. Mais si, c'est ça qui a fait que. Je ne vais pas déballer tous les dossiers que j'ai et j'ai toutes les preuves de ce que je serais amené à avancer. C'est ça qui a fait que. OK ? Donc sans vision économique, sans vision de cette création de richesse et de travail collectif autour de ça, nous serons sur le territoire stéphanois en grande difficulté pour le développement économique, alors que nous avons des atouts en matière de recherche, de formation des jeunes, d'écologie avec 2 parcs régionaux à proximité, de qualité de vie. Nous avons des infrastructures autoroutières qui sont à complémenter mais qui sont existantes. Nous avons un TGV pour nous déplacer et il serait gravissime de le perdre. Bon, donc nous avons des atouts considérables. Vous savez, moi je viens de l'Aveyron. Quand je vois ce qu'on a ici et quand je vois comment un entrepreneur dans l'Aveyron doit se battre pour développer son activité et que je vois qu'ici, on n'a pas construit de plan stratégique depuis 10 ans parce qu'on a mis à l'économie des gens qui n'y comprennent rien pour pouvoir régner. Les Beausseignes. Non, ça c'est une autosatisfaction intellectuelle qui est négative. Alors, il y a un côté positif dans le Beauseigne, c'est que le départ du Beauseigne, c'est qu'il fait quelque chose de bien. Ouais. Après, il sait mal le vendre. C'est peut-être un peu la définition du Stéphanois. Il sait mal se vendre. Il sait mal le vendre. Oui, mais attendez, n'oublie pas une chose. Ça, c'est peut-être la définition du Stéphanois. Le Stéphanois, il a un tas de qualités qui sont très proches, d'ailleurs, des qualités de l'Aveyronnais. C'est des travailleurs à la base. Il sait mettre les réalités dans la vie quotidienne et dans les décisions stratégiques. Et il a une notoriété internationale, le Stéphanois. Moi, j'ai été, entre autres, dans ma carrière, directeur informatique du groupe Péchinet. J'avais la responsabilité des systèmes informatiques de 250 usines dans 45 pays. Je me suis souvent posé la question de dire, quand tu es à l'étranger et que les gens vous posent la question, comment j'explique où j'habite ? Vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois où on m'a dit, mais c'est bon, on sait où c'est Saint-Étienne. Ah ouais. Allez les Verts. Ah bah oui, mais ça c'est une carte de visite, hein, les Verts. C'est une marque territoriale. C'est une marque territoriale dont les gens sous-estiment totalement le potentiel. Et quand vous mettez ça à l'heure de l'évolution écologique, on est totalement quand vous regardez nos capacités industrielles, tout à fait. Quand vous regardez le nombre d'innovations qui sont faites dans ce territoire, vous vous dites, mais comment ça se fait que les politiques n'aient pas préparé le champ de l'industrialisation ? Comment ça se fait qu'un entrepreneur qui cherche 10 000 ou 20 000 mètres carrés pour implanter son usine ne trouve pas la zone pour venir l'implanter ici ? Parce qu'on a loupé des dossiers, on loupe des dossiers. J'ai aujourd'hui des entrepreneurs qui me disent, si d'ici 24 mois, on n'a pas la solution pour notre extension, on ne fera pas l'extension ailleurs. On partira ailleurs. Si j'ai bien compris, c'est la faute des politiques. Oh ben très clairement, aujourd'hui, c'est la responsabilité au niveau de la métropole de définir la politique économique. Donc la vice-présidente à l'économie dans les années passées, je suis désolé, moi, mais elle n'a jamais rencontré le collectif économique ou qui que ce soit pour parler de quoi que ce soit. Donc, est-ce que vous restez optimiste ? Il y a une responsabilité politique, non. Oui. Ce que je dis, et là où il ne faut pas se tromper, le passé, moi je m'en fous. Ouais, la question c'est comment ceux qui vont arriver, ayant pris conscience de ça, sont capables de dire à la gouvernance économique demain à la métropole, on ne sera pas dans ce modèle-là, demain à la métropole en matière de gouvernance économique, je rencontrerai le collectif économique de la Loire, je rencontrerai les clubs d'entreprise et ensemble on définira de quoi on a besoin sur tous les sujets qui touchent l'économie pour gagner ensemble. Ça, oui, très clairement, ça n'a pas été fait par les équipes de Gaël Perdriau, malgré ses engagements et malgré qu'on lui ait porté toutes les données nécessaires pour le faire. Si j'ai bien compris, pour conclure, j'ai noté, vous avez dit il y a 2 candidats de gauche, M. Joannico et M. Cinieri.
De l'autre côté, il y a des candidats qui soutiennent, qui sont le bilan de M. Perdriau. Donc finalement, si j'ai bien écouté, bien compris, le seul candidat qui vous pourriez soutenir, c'est M. Le Jaouen. Écoutez, ce que j'ai dit, d'abord, c'est pas que Dino Cinieri est un candidat de gauche. C'était de l'humour, mais je voulais que vous rebondissiez. Non, parce que là, il faut être précis sur les gens. Dino Cinieri est très clairement quelqu'un de droite. Tout à fait. Vous vouliez parler de son équipe. Et là, il n'y a aucune ambiguïté. Non, je pense des alliances qu'il a passées. Oui, son équipe. Des alliances qu'il a passées. Est-ce que ça restera son équipe? Ça, c'est son pouvoir discrétionnaire en tant que candidat. Tout à fait. Il a tout le temps nécessaire pour éventuellement réorganiser son équipe. Ça, c'est pas son souci. Il a jusqu'au 26 février, si je ne me trompe pas. Surtout qu'entre les deux tours, il peut se passer beaucoup de choses. Donc jusqu'au 26 février, Dino Cinieri a toute l'attitude à aller chercher les gens compétents dont il aurait besoin, si ce n'est que le fait, il les a déjà. Donc Dino Cinieri est clairement un homme de droite républicain, qui a passé des accords avec des gens de gauche et du centre. D'accord ? Bon. Qu'on vient de m'expliquer aujourd'hui que les équipes de Macron sont de gauche avec le vote du budget, enfin, il n'y a pas de vote d'ailleurs, avec les dernières décisions budgétaires où on valide les propositions socialistes. Moi, je veux bien comprendre tous les exercices artistiques possibles, mais en tous les cas, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les équipes macronistes prennent des orientations de gauche. Est-ce qu'on en a besoin de ces orientations-là pour donner une espérance économique à la nation ? Non, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se passer. Donc dire qu'au niveau local, on va mettre des gens qui ont une philosophie d'augmenter les impôts, de ne pas préparer le terrain industriel. Quand j'entends le président de la République qui est en train de dire aux entreprises « c'est votre faute si le plan d'armement, de réarmement, il ne va pas assez vite », alors que les commandes ne sont pas arrivées dans les entreprises, et qu'aujourd'hui, même les entrepreneurs se disent « si je fais la commande, est-ce que j'ai une chance d'être payé ?» C'est quand même un peu fort de café pour quelqu'un qui se dise avoir des compétences de finance. Donc ça, très clairement, ce n'est pas un discours sérieux autour de l'économie. Dino a toutes les capacités à faire ce qu'il veut. C'est un homme auquel on fait confiance, qui a une grande expérience politique et qui, de toute façon, devra faire face aux réalités du système économique de notre métropole, mise à mal une fois de plus, et je le redis, par l'absence de politique de la vice-présidente à l'économie pendant des années au niveau de la métropole. Derrière ça, il n'y a pas de liste socialiste. Il y en a une que vous avez oubliée, il y a une liste LFI. Je ne l'ai pas oublié, mais je ne l'ai pas évoqué, puisque LFI économie, on a l'impression que ça ne fait pas bon ménage. Ah ben c'est une vision trotskiste de l'économie, on sait ce que ça a donné. Donc là aussi, ne nous trompons pas et n'obérons pas le débat. Disons que ce n'est pas le même discours, quoi. C'est pour ça que je n'ai pas trop été dans ce sens-là. C'est le discours d'une économie dont l'histoire a démontré que ça ne marche pas. Je ne peux pas vous dire le contraire, donc voilà. Je suis obligé de vous dire oui avec la tête. Ce n'est pas de dire il n'y a pas d'économie. Leur système ne marche pas et a mené les gens à une pauvreté absolue. Donc ça, voilà. Après, vous notez d'autres candidats. Éric Le Jaouen, évidemment, qui connaît l'économie. Éric Le Jaouen, il a une entreprise, il est entrepreneur. Il n'a pas une entreprise industrielle, il a une entreprise de conseil. Il connaît l'économie, évidemment. Il a été en charge de l'économie. Il a eu des responsabilités nationales dans les discussions, d'ailleurs, de financement des problèmes de chômage et en discussion avec les syndicats. Donc il connaît en plus qu'est-ce que c'est que le dialogue social et comment arriver à des compromis, puisque de toute façon, sans compromis, on n'arrive à rien. Et puis, il y a un autre candidat de droite qui est M. Jousserand. Il y a LFI d'un côté, il y a M. Jousserand de l'autre, dans un parti dont aujourd'hui qui est en pleine réflexion sur l'économie. Mais une fois de plus, je ne vais pas vous dire si ces solutions sont bonnes ou sont pas bonnes. Je dis simplement... Vous voulez discuter avec tout le monde. Ayons le courage d'organiser un débat pour en discuter. Ça sera passionnant. C'est exclusivement ça ce que l'on dit. Ce que l'on dit, c'est être candidat sans aujourd'hui venir discuter de ça, c'est se moquer des citoyens. Donc à un moment donné, et des chefs d'entreprise. Moi, Oui, on est presque d'accord sur tout. Mais je suis sûr, vous savez, le bon sens... Près de chez vous. Le bon sens, ça regroupe 99,9% des citoyens. Et vous voyez qu'avec tous ces gens de bonne volonté, on n'y arrive pas. C'est quand même compliqué, la politique. Non, mais on ne les met pas autour de la table. Et ouais, peut-être que c'est ce qu'il y a à manger qui est pas correct. Et que... Non, on ne les met pas autour de la table. Et surtout, ce qui est le plus grave, à mon sens, c'est qu'on ne veut pas partager, on ne veut pas avoir un diagnostic partagé. Et ça, tant qu'on n'a pas un diagnostic partagé, on ne peut pas construire un futur. Il faut à un moment donné se mettre autour de la table, regarder ce qui va bien. Il y a des choses qui vont bien à Saint-Étienne.
regardez ce qui va moins bien et regardez ce qu'on a complètement loupé ou oublié de traiter. En se disant, ce qu'on a oublié de traiter, est-ce que ça obère le futur ? Et si effectivement, on se dit, il y a des sujets qui obèrent le futur, ben, il faut le traiter, puisque un élu a la responsabilité de préparer le temps long. C'est de la responsabilité des élus de s'assurer que dans 2040, la métropole de Saint-Étienne sera hyper attractive, au cœur des technologies modernes, en basse production de carbone, tournée vers son environnement, qu'elle aura réussi à gérer le défi de l'eau dans un sol dont on sait qu'il est sablonneux et qui ne garde pas beaucoup les nappes phréatiques, dans une eau qui est utilisée par Nantes pour sa centrale nucléaire, dans une eau qui est utilisée par Clermont-Ferrand pour les problèmes de l'agriculture. Donc il y a des vrais enjeux devant nous, et puis il y a aussi des enjeux de mixité de population. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui qui est de ne pas augmenter les clivages du communautarisme, mais qui est de se dire comment de la diversité on peut faire des choses, en arrêtant de se dire que chaque fois qu'on accueille sur un territoire, pas que celui de Saint-Étienne, chaque fois qu'on accueille sur un territoire quelqu'un qui n'a aucune capacité de contribution à la richesse commune, quelle que soit sa contribution, il y a des contributions mineures qui sont contributions. Mais d'accueillir des gens qui ne veulent pas rentrer dans le système de contribution, ce n'est pas garantir le futur, ni pour eux, ni pour ceux qui les accueillent. Le sujet est passionnant, on aurait évidemment des tas d'autres questions, et d'ailleurs on vous reverra, j'espère, après les élections pour votre analyse qui sera passionnante. J'ai juste une dernière question que je ne voudrais pas évacuer. Vous avez beaucoup parlé de métropole. À votre sens, est-ce que les départements aujourd'hui ont encore un sens ? Vous voulez qu'on fasse ça en 2 minutes. Je vais essayer d'être synthétique et court. Je vais être obligé de vous couper si on est trop long. Bon. L'État a une forte responsabilité dans ce qui se passe dans les départements. L'État leur demande de gérer un certain nombre de sujets essentiels sur le social et sur le grand âge, en coupant les ressources et en n'ayant pas fini sa loi de décentralisation. Donc il met les départements dans une organisation territoriale qui n'est pas finie, entre les communautés d'agglo, les métropoles, la région et l'État. Donc la responsabilité de la difficulté actuelle des départements, qui n'est pas que le département de la Loire, c'est le cas de tous les départements, c'est qu'en fait on demande à des gens de gérer quelque chose sans leur donner la possibilité d'avoir le budget associé et surtout d'avoir la possibilité de le gérer. Très clairement, quand on juge prend un jeune et le place dans une maison à droite et à gauche, il prend ça tranquillement dans son bureau et il envoie la facture au département sans même se soucier de savoir si c'est budgété ou pas budgété. Cet état de fonctionnement, ça mène tout le monde dans l'impasse. Donc ce n'est pas une responsabilité du département, c'est une responsabilité de la loi de décentralisation qui n'est pas allée au bout du modèle parce qu'on veut vexer personne, on ne sait pas dire s'il en faut plus ou s'il en faut moins, ça enlèverait des élus dont par grande lâcheté. Celle-là, au moins, elle fera le tour des réseaux. Dans l'économie, celle-là, elle me rendra célèbre. Dans l'économie, il faut toujours l'acheter. Oui, il faut toujours l'acheter, vous avez raison. Quand on le vole, en principe, ça finit mal. Quoique, regardez, Trump, en ce moment, il est plutôt en train de voler que d'acheter. Bon, mais à partir de là, si vous voulez, quand on ne finit pas une organisation et qu'on ne va pas jusqu'au bout du modèle, il ne faut pas s'étonner que les impasses qu'on a fait d'une façon délibérée pour ne pas prendre de décision deviennent quelque chose de très embêtant. C'est le cas des départements, et moi je tire mon chapeau, parce que quand même, je le vois souvent, et c'est un ami, et on a fait avec lui des projets d'innovation autour de la problématique de l'énergie, et d'ailleurs je crois que ça a été signalé au dernier prix des maires avec le maire de Châteauneuf, mon ami Lager, Bernard, que le département, avec Georges, son président, a quand même, malgré tout, toujours essayé de garder cette question de l'innovation et de l'innovation pour les territoires, parce que n'oublions pas non plus que la Loire est un territoire de grande ruralité et que nous ne ferons rien en opposant industrie et ruralité. Nous gagnerons parce qu'avec la ruralité, nous aurons défini un nouveau modèle économique qui permet à tout le monde de mieux vivre et de gagner dans le sens social, puisque c'est la réalité de l'économie. Quand l'économie va, le système social va.
Merci beaucoup pour ce dialogue. Merci à vous. On vous retrouve avec plaisir quand vous aurez 5 minutes à nous accorder. Eh bien écoutez, quand vous voulez, ça sera toujours avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.